Nelson Mandela, le père fondateur de la démocratie sud-africaine post-apartheid. On va en parler avec notre invité, l'historien Fabrice d'Almeida. D'abord, l'investiture de Nelson Mandela. Rappelez-vous, nous sommes le 10 mai 1994. Regardez. C'est une date que l'on retiendra. Le 27 avril 1994. L'ancien ennemi public numéro 1, Nelson Mandela, devient président. Jamais, jamais, jamais plus cette magnifique terre ne connaîtra à nouveau l'oppression des uns contre les autres. Voilà, extrait d'avril 1994. Bonsoir Fabrice d'Almeida. Bonsoir. Vous êtes historien mais également un homme de télévision et l'auteur du livre Nelson Mandela, paru aux presses universitaires de France, collection Que sais-je? Autrement dit, l'objectif est d'abord pédagogique. Bien sûr. Beaucoup de livres ont été écrits sur Nelson Mandela. Quelle a été finalement votre démarche initiale quand vous avez porté votre projet? Il y a quelques années, il y a presque, pas tout à fait 10 ans, mais en 2009-2010, j'ai commencé à travailler sur Mandela et puis je suis allé en Afrique du Sud en 2011 pour un long reportage. J'ai rencontré plein de gens, je l'ai croisé. J'ai pas pu lui parler parce que déjà, au moment où j'y étais en 2011, on va dire, pour le dire pudiquement, sa mémoire était déjà très affectée et sa famille le protégeait. Et donc, le contact que j'avais, Ndaba Mandela, son petit-fils, nous a permis de le voir, mais pas vraiment de faire un entretien avec lui. Et depuis cette époque, je garde toujours l'idée de faire un petit livre sur Mandela. Et c'est comme ça que je me suis dit qu'il y avait déjà le colossal travail que lui-même avait écrit, Mandela, ses mémoires, Le long chemin vers la liberté, qui est un texte que je trouve extraordinaire, qui m'a beaucoup servi pour mon livre, pour notamment tout ce qui concerne son enfance. Et puis je me suis dit, il faudrait peut-être faire un truc un peu plus petit, parce que c'est son centenaire. Il doit parler à beaucoup de gens, il doit parler à beaucoup de monde, il a des sujets très actuels. Et donc, je vais essayer d'en faire un Que sais-je, qui est un petit livre d'une centaine de pages, mais qui permet de retrouver la chair de l'homme et son aventure. Alors, ce livre aussi fait pour comprendre les choix qu'il a fait dans sa vie. Oui, alors, les bons, les mauvais, Oui, exactement. Alors, c'est une idée qui vient de lui. Lui, il a toujours dit « je ne suis pas un saint ». Et donc, partant de là, moi, c'est l'idée que je me suis dit, c'est quoi ses réussites? C'est quoi ses erreurs? Et puis, c'est quoi les coups de chance qu'il a eus? Et puis, par contre, les échecs, les coups de malchance qu'il a eus. Allons-y. Il n'a pas été inspiré par quoi? Moi, je trouve que le passage à la lutte armée qu'il décide, au tout début des années 60, c'est un moment où l'Afrique du Sud connaît un nouveau tour de vis de répression. Et il y a un débat au sein de l'état-major de l'ANC. Et lui va prôner le passage à la lutte armée avec d'autres. Et il va créer une branche clandestine, MK, qui va devenir l'armée, Mkoto Wesizwe, qui va devenir l'armée de l'ANC. Mais pour moi, ce passage-là fait qu'il est obligé de chercher des soutiens militaires. Or, les soutiens militaires, à l'époque, on est en pleine guerre froide, il ne peut pas les trouver du côté de l'Afrique du Sud, il ne peut pas les trouver des côtés des États-Unis, il ne peut pas les trouver des côtés de l'Angleterre, il ne peut pas les trouver du côté des nations occidentales. Donc, il se tourne vers qui? Il se tourne vers l'Union soviétique. Et faisant cela, en fait, il impose une chape de plomb au mouvement antiraciste en Afrique du Sud, qui fait qu'ils vont être regardés dorénavant comme les pires communistes. Et donc, résultat, ça va, à mon avis, bloquer durablement sa lutte. Et c'est d'ailleurs la CIA qui le fait, qui donne les informations qui le font arrêter en 1962 et qui vont lui coûter ses longues années de prison. Donc selon vous, il ne serait pas resté 27 ans en prison s'il avait fait le choix inverse? Je pense que ça ne se serait pas passé du tout de la même manière. Ouais. En tout cas, y compris pour ses soutiens internationaux qui sont arrivés dans les années 80. Ouais. Parce que dans les années 80, on s'est dit, oui, effectivement, la lutte antiraciste, c'est pas la même chose que le combat communiste. Et ça a permis de retrouver des soutiens dans les pays occidentaux, d'avoir des Français. Jacques Chirac, vous imaginez, le Jacques Chirac des années 70, il finance l'ANC via le Maroc, via le roi du Maroc. C'est un truc qu'il a dit lui-même quelques années plus tard. Ça aurait pu intervenir plus tôt s'il n'y avait pas eu cette idée que on avait affaire aux pires communistes. Oui, une perte de temps. Alors, vous soulignez finalement aussi l'absurdité. Je n'ai pas dit la torture, mais je le pense. Parce que l'idée d'appliquer la torture. Du système raciste, c'est qu'il punit à la fois le prisonnier et le gardien de prison. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une idée qui était très chère à Mandela. C'est qu'en fait, le racisme enferme à la fois celui qui le prône et celui qui en est victime. Et le modèle qu'il prenait, en fait, c'était celui de la prison. Dans une prison, en fait, il y a deux personnes qui sont enfermées. Le gardien de prison, qui défend le système raciste, et le prisonnier noir, qui est antiraciste, qui est victime du racisme. Donc, au fond, ce qu'il disait, c'est que le seul moyen de sortir de ce paradoxe de mettre tout le monde, d'enfermer tout le monde dans un système absurde, c'est de s'en libérer.
C'est pour ça qu'il n'était pas anti-blanc après les années 50. Il a été un tout petit moment anti-blanc, mais il n'était pas anti-blanc. Il pensait que faire du racisme à l'envers, c'était aussi absurde. Alors, un mot quand même rapidement de la mort au milieu du semestre dernier de Winnie Mandela, son ex-épouse, mais qui était d'abord une militante. Est-ce que finalement, elle n'était pas devenue un peu gênante pour l'icône qu'il était en train de devenir ? Je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'à partir du début des années 90, quand on commence à enquêter sur ce qu'elle a fait dans les années 80, parce que ça a été la voix de Mandela, mais au bout d'un moment, elle a gagné de l'autonomie, elle a eu ses propres réseaux, le fameux Soweto Football Club, où elle avait de Soweto, où elle avait son équipe, mais qui en même temps était une couverture pour faire du militantisme, pour récupérer de l'argent pour l'organisation. Et dans ce cadre-là, elle a fait quelques méfaits. Et c'est vrai qu'à partir de là, c'était difficile pour lui de ne pas s'en distancier, surtout quand les affaires de corruption sont apparues. L'historien Fabrice d'Almeida est à l'origine de ce livre. Nelson Mandela, collection Que sais-je chez PUF. Merci d'être passé par le journal de TV.